Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous LinkedIn Live qui revient sur la présentation du palmarès des entreprises les plus performantes en marketing communication auprès des décideurs. Une étude réalisée par Harris Interactive pour Epoca et Harris bien entendu en partenariat avec Nomination et Stratégie. Alors nous saurons tout sur les entreprises du top et notamment le top 3. Nous essaierons d'anticiper un peu sur 2020 pour connaître les bonnes pratiques et les leviers pour réussir sa communication B2B. Alors, outre la page LinkedIn Live d'Aressi, cette capsule sera disponible sur la page YouTube d'Aressi, bien entendu. Alors, autour de moi, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur d'accueillir, comme d'habitude, Laurent Olivier, le patron d'Aressi, l'agence B2B du pôle Epoca, de l'agence Epoca également. Bienvenue, Laurent. Bienvenue. À votre gauche, Marie-Pierre Picard, vous êtes directrice de la communication chez ABB, un acteur majeur des technologies de l'énergie et de l'automation basé en Suisse. C'est bien ça? C'est ça. Bienvenue. Elie Lieberman, j'allais la faire et je ne l'ai pas faite. Elie Lieberman, vous êtes professeur au CNAM et vous animez le club B2B au sein de l'ADTEM. Vous nous direz ce que c'est l'ADTEM. Bonjour. Bonjour. Et Martial Delpoech, directeur marketing communication. Vous êtes consultant. Vous avez notamment piloté le marketing opérationnel de Hub One, l'opérateur en technologie digitale du groupe ADP. Absolument. Est-ce Bonjour. que j'ai raison? Oui. Parfait. Bienvenue à tous. Allez, première question pour Laurent qui ouvre toujours le bal pour nos capsules. C'est comme ça qu'on les appelle B2B tous les mois sur LinkedIn et sur YouTube. Alors, on rappelle les fondamentaux de cette étude, le top des entreprises en communication B2B. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment interrogé 3069 sociétés, personnes qui appartenant à des sociétés, travaillant dans les sociétés, pour vraiment connaître un peu leurs insights en termes de messages reçus, de canaux. On a aussi évoqué le social, LinkedIn, le bouche à oreille, l'influence. Voilà, l'idée, c'est d'être meilleur dans les campagnes que l'on mène toute l'année. C'est vrai que pour savoir ce qui va se passer demain, il vaut mieux savoir ce qui s'est passé avant. Alors, comment cette étude a été orchestrée? Quelle est la méthodologie? Je crois que c'est intéressant de rappeler. Exactement, donc c'est Harris Interactive, donc un vrai institut de sondage. C'est du solide, je vous rassure, Harris Interactive en matière d'institut de sondage. Voilà, donc on a été aussi méticuleux dans le respect des différentes catégories, de ce qu'on appelle les méthodes des quotas, voilà, etc., d'être à peu près précis pour qu'on ait vraiment quelque chose d'un peu pertinent en termes de réponse. Et 3069 décideurs, ouais, c'est significatif. Avec une capacité d'achat de plus de 500 000 € pour être précis aussi dans les personnes qui ont répondu. Ça donne le sourire quand on a des chiffres comme cela. Alors, pourquoi vous l'avez mené? Parce que c'est vraiment instructif pour ceux qui sont en charge du commerce dans les entreprises. Alors en fait, on avait deux objectifs, à la fois faire un peu un palmarès pour pouvoir déterminer les personnes, les entreprises qui sont perçues comme les plus performantes dans leur communication B2B, puis surtout on voulait identifier des insights sur quels canaux utiliser, est-ce que comment se positionne aujourd'hui le marketing téléphonique, le contenu, les emailing, voilà, on va en parler donc oui, bien sûr. Pour pouvoir se dire que on va faire les meilleurs plans dans l'année à venir. Car c'est vrai que l'engagement des clients est essentiel et des prospects quand il s'agit de vendre. Et c'est ça qu'on va essayer de deviner à travers cette étude. Alors on a beaucoup d'analytics par la data qu'on va mettre en bout de dispositif, donc, mais c'est plutôt pour mesurer ce qu'on a fait. Là, l'idée, c'est de aussi, avec cette dimension aussi un peu qualitative par les différents items qui ont été proposés dans les réponses, d'être meilleur au moment de construire le plan. C'est tout ce qu'on souhaite aux clients de l'agence Epoca et de l'agence Aressi, bien entendu. Alors, vous savez, le top, on va vous le donner à la fin de l'émission normalement, mais je sais que Laurent a une petite surprise. Donnez-nous quelques résultats juste pour un petit teaser. On peut donner le podium des 3 entreprises qui ont été évaluées comme les plus performantes dans leur communication auprès des décideurs. Effectivement. Donc je précise, dans ce classement a fait extraction de toutes et ceux qui ont une double activité B2C, B2B. Donc on est vraiment que sur le B2B. Et donc en haut, sur la première marche, c'est Salesforce, sur la deuxième, c'est Accenture et sur la troisième, c'est WeWork. Et je précise également, pour être précis, que cette étude a été menée avant les sorties de presse de l'été dernier, et donc avant que WeWork ait un coup de booster en termes de notoriété, négatif ou positif. On n'est pas là pour débattre, mais en tout cas, donc Salesforce, Accenture, WeWork sur le podium. On en saura plus tout à l'heure. Tout à fait. On va déflorer tout le palmarès dans toutes les catégories et toutes les disciplines. Elie Lieberman, vous êtes professeur au CNAM, vous êtes ici pour l'ADTEM. Alors, j'imagine que tout le monde connaît l'ADTEM, mais Elie va nous rappeler quand même ce que c'est rapidement. Rapidement, l'ADTEM, c'est le premier réseau de marketeurs en France. Les professionnels du marketing, c'est l'Association nationale
des professionnels du marketing, qui fonctionne sous forme de 26 clubs thématiques et le B2B est un de ces clubs-là. Son rôle aujourd'hui, c'est une confrérie, c'est un club de professionnels. Son rôle, c'est apporter des contenus et faire des débats autour de contenus, de phénomènes intéressants, enfin de l'actualité aussi, du marketing bien entendu. Et puis, c'est aussi de faire que les gens se rencontrent. Parce que être isolé dans sa fonction, dans l'entreprise, ça peut marcher, mais c'est quand même beaucoup plus sympathique de rencontrer ses pairs au sein de clubs marketing. Et c'est pour ça qu'on invite les gens à nous rejoindre dans le club B2B. Évidemment, ils seront les bienvenus. Alors, quand on a un professeur, quand on a la chance d'avoir un professeur émérite, on se dit toujours, il va nous dire de quoi sera fait l'avenir. Alors, quelles sont aujourd'hui les préoccupations, selon vous, cher professeur, des entreprises en matière de B2B ? Je dirais, malgré le digital, malgré la technologie, je ne vais pas vous parler de ce qui est dans l'avenir lointain, mais aujourd'hui... Les 6 prochains mois nous conviennent aussi. Oui, mais aujourd'hui, on voit bien qu'au travers de l'étude d'ailleurs, on utilise énormément les canaux comme l'email, mais le besoin derrière, c'est toujours l'acquisition. Un gros focus sur il faut acquérir plus, performer en termes de prospection, évidemment en relation avec les sales. Le marketing n'est pas tout seul dans ce process-là. Des vrais enjeux de closing en particulier. Quand on parle de grands comptes, l'ABM, donc l'account-based marketing, est très, très fort sur les grands comptes parce qu'il faut bien connaître son client pour bien lui vendre. Et donc ces enjeux-là restent permanents. On arrive toujours à... Donc l'outil sera aussi l'outil pour parvenir à ces enjeux et parvenir à ces objectifs sera essentiel. Et on en parlera des outils disponibles pour toutes les entreprises. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas l'outil, mais les outils. Les outils, bien entendu. On va en reparler. Puisque ça sera un mix, j'en suis sûr. Marie-Pierre Picard, vous êtes directrice de la communication chez ABB. Oui. Alors ABB, on les connaît peu en France. Pardonnez-moi, c'est pas vous faire injure, mais pourtant c'est un très très grand groupe. Vous êtes basé en Suisse, hein, le groupe. Alors pas vous personnellement, mais le groupe est originaire de Suisse. Dites-nous quelques mots sur ce groupe, s'il vous plaît. Alors en fait, ABB est une entreprise suisse, mais bien sûr présente dans une centaine de pays. Voilà, donc nous on est effectivement en France. On répond à 2 enjeux majeurs. En fait, c'est la transition énergétique, dont on parle beaucoup. Ça tombe bien. Exactement. La digitalisation et l'industrie, bien sûr, tout ce qui est industrie du futur. Les concurrents, en 2 mots, pardonnez-moi. Schneider, Siemens, voilà. On est dans les mêmes d'humour, quoi. On est dans un très très gros business, comme on dit. Alors, quels sont les principaux canaux de communication qu'on utilise dans votre industrie, dans votre activité ? Alors, dans notre activité, déjà, on a des parties prenantes qui ne sont pas uniquement les clients. Hein. On a aussi les médias, on a aussi les institutions, on a les collaborateurs de l'entreprise. Donc, en fait, on adapte en fonction de la cible visée nos moyens de communication. Donc, vis-à-vis des clients, on privilégie des journées clients, des invitations à nos clients. Qu'est-ce qui marche? Parce que j'imagine qu'il y a... Ce qui marche, c'est effectivement le contact avec les personnes qui décident dans leur entreprise. Hein. C'est ça qui est important. C'est vraiment la cible, la bonne cible. Je crois que c'est tout ça à fait. Et le bon contenu. Oui. Et bien, peu importe l'outil, j'ai envie de dire, pourvu qu'on ait la bonne personne. Hein. Alors, vos enjeux en 2020, justement, puisqu'on parlait de ce que sera demain, pour vous, cette année, très concrètement, c'est quoi? Depuis plusieurs années, notre enjeu, c'est la notoriété de notre groupe. C'est que le marché connaisse ABB, que positionne ses activités correctement, qu'il soit bien au fait de ce que nous faisons et ce que nous proposons. Donc c'est vraiment la visibilité de notre marque et notre notoriété. Martial Delpech, c'est à vous de tout nous dire. Rebonjour. Vous constatez quoi dans les entreprises aujourd'hui en matière de stratégie et levier de communication déployés? Alors aujourd'hui, on peut dire que les entreprises, spécifiquement les entreprises du B2B, sont extrêmement sursollicitées. Ça, c'est quelque chose qui est réel, qui a été et qui le sera encore. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les bons canaux, à la fois mixer les bons canaux offline et online. Donc, on parlait d'emailing, on y reviendra, c'est un vrai sujet. Mais aussi tous les autres canaux de rencontres directes. Donc, c'est de pouvoir mettre en place en fait les bons messages vers les bonnes personnes, vers les bons personas, on en parlera, avec les bons canaux et les bons leviers. On voit bien hein, qu'on est toujours entre deux sujets, c'est-à-dire la connexion via le digital
et le face-à-face. Il faut y arriver à un moment, quoi qu'il arrive. L'un permet à l'autre en Ouais. fait, d'y accéder. Si vous voulez, les deux sont effectivement complètement liés et il faut le prendre comme tel. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vue globale sur un ensemble de leviers qui sont vraiment, viennent se compléter les uns aux autres. Donc il ne faut pas les prendre en silo et ne pas les travailler en silo, mais vraiment voir ça dans une complémentarité. C'est vrai. Alors, je l'ai dit hein, lors du lancement, vous étiez directeur communication chez HubOne, hein, qui est l'opérateur technologie digitale du groupe ADP. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, durant ce job là-bas? J'ai constaté qu'en fait, les entreprises sont globalement très en attente d'une communication et d'un marketing qui soit pertinent. C'est-à-dire de ne pas de leur envoyer les bons messages au bon moment, de ne pas et d'aller chercher l'expertise de l'entreprise fournisseur, en fait, du prochain partenaire. Donc c'est ça qui est très important. Donc de travailler plus sur une promotion de l'expertise plutôt que sur une promotion de la solution, de l'offre, finalement, on va dire de la partie commerciale, qui arrive naturellement parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire du business. Tout le monde est là pour faire ça. Mais en revanche, pour y arriver et pour qu'il soit le plus efficace possible et le plus pertinent et le plus long possible, il faut y aller de façon, on va dire, de plus éditorialement. Vous vous souvenez, Laurent, on avait un invité qui me disait on a passé du B2B au B2Me. Vous vous souvenez, et on voit bien que là, ok, le B2B, c'est sûr, hein, c'est important, mais qu'est-ce qui me concerne en réalité et la personnalité, le client, le prospect, je crois que c'est vraiment là que tout se joue. Alors, parlons des canaux de communication. On va rentrer un peu plus dans le détail, hein, et les usages et les résultats de l'étude. Donc, comment contacter les décideurs? Effectivement, rentrons un peu dans des détails et les charts de l'étude. Hein. Donc, premièrement, ce qui est intéressant, c'est effectivement le fameux emailing. Hein. On voit que c'est le premier support, le premier média à utiliser, que ce soit même pour envoyer des emailings de présentation. Donc on voit à l'image les slides. Oui. Voilà, des emailings de présentation d'une offre ou des newsletters thématiques qui sont le même canal mais avec un contenu un peu moins direct. On voit surtout, ce qui est intéressant sur le slide d'après, c'est qu'on voit comment ils sélectionnent la communication qu'ils reçoivent et on voit qu'ils acceptent de recevoir cette communication à condition qu'elle soit vraiment personnalisée, qu'elle réponde à des besoins. D'où l'idée de, comme on vient de le dire, des personas et de travailler vraiment peut-être plutôt des cibles petites. C'est quand même d'arriver à la spécificité de chacun et de bien connaître ses attentes. Oui, mais c'est que si on fait cet exercice que l'emailing reste un canal très efficace et un des premiers en termes d'activation. L'outil n'est pas tout en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dans l'outil et dans le tuyau, c'est juste essentiel. Et puis si on parle un petit peu après des contenus, qu'ils aiment recevoir en termes de sollicitation, ils aiment être invités à des événements. Donc, ça marche bien d'ailleurs hein, quand on fait des matinales ici. Hein, exactement, que ce soit à des événements thématiques ou à des événements plus type salon, les chiffres, où on voit c'est même 50-49. En tout cas, donc clairement, il faut apporter du contenu, de la valeur, effectivement, lorsqu'on cherche à rencontrer, à solliciter un professionnel. Et Elie, pourquoi on reste à envoyer autant d'emails enfin, ça reste un outil de base, vous l'avez dit, et on a envie de dire encore. Oui, encore et toujours. C'est en train de changer un peu grâce aux réseaux sociaux, les conversations, les messageries directes grignotent un petit peu l'emailing. Mais on voit bien dans l'étude, 86% des décideurs disent je reçois plein d'emails et seulement un tiers disent j'aime recevoir des emails. Donc on est avec un grand écart. Et pourquoi on l'utilise? D'abord parce que, c'est pas cher. Il ne faut pas se mentir, c'est quand même... Mais ce qui est intéressant, c'est de dire c'est pas cher au coût contact. Si vous regardez les taux d'ouverture, les taux de clic, finalement, c'est relativement cher au coût réponse. D'où la nécessité d'être pertinent. Il faut absolument... ça fait 25 ans qu'on parle de one-to-one marketing. Ça a été écrit il y a plus de 25 ans. Et pourtant, on est encore à tartiner des emails en masse. Ce qui n'est pas bon, et d'où la réflexion de Martial sur il faut être plus précis, plus dans ce que le client attend comme information et donc personnalisé.
Oui, quand c'est pas cher, ça ne veut pas dire que c'est efficace, hein, on est bien d'accord. Marie-Pierre Picard, vous envoyez beaucoup d'emails? Non. C'est pas vraiment notre... Enfin, on envoie bien sûr, on fait quelques newsletters dans des activités. On donne de l'information, mais encore une fois, moi je crois beaucoup à la démultiplication des supports de communication pour toucher les gens. Justement, quels sont ces supports les plus Nous, on utilise plus ce qui dans notre web, qui est la base des informations qu'on réunit, mais aussi les journées clients, où là on va être plus spécifique par rapport aux besoins de nos clients, aller aussi vers eux, donc les faire régionalement. Vous travaillez les contenus, l'infographie, des vidéos, Oui, on travaille l'infographie, on fait quelques vidéos également, oui, on travaille de ça et bien sûr on le met à disposition, mais quand même, on parlait de la personne, on privilégie quand même le contact client, que ce soit avec les commerciaux ou que ce soit par le biais des journées et des événements que nous organisons. Vous l'avez évoqué, les autres leviers, social, relations publiques, relations presse, tous les réseaux sociaux. Oui. On utilise bien sûr ça aussi. Mais est-ce que c'est un objectif? C'est quelque chose que vous avez défini dans votre ligne de politique de communication? Oui, tout à fait, tout à fait. Quels sont les réseaux sociaux qui sont les plus... Alors, nous, on utilise LinkedIn, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, voilà, avec nos commerciaux et les responsables de secteurs d'activité marché. Ça leur permet de créer un réseau et puis de donner... Voilà, exactement, c'est ça. On revient sur l'idée de communauté, hein. C'est vrai que c'est très important. Laurent, le temps passe. Le temps passe, on parle, c'est tellement passionnant qu'on ne se rend pas compte qu'on a avancé. Laurent, revenons sur l'enquête et les résultats, si vous êtes d'accord. Alors, parlons du social et de LinkedIn, puisqu'on en parlait avec Marie-Pierre. Comment cela est utilisé par les entreprises? Donc effectivement, on a voulu un peu comprendre et connaître quel réseau ils utilisaient et comment ils l'utilisaient. Est-ce qu'ils étaient plus lecteurs, est-ce qu'ils étaient plus contributeurs? Donc clairement, il faut être sur LinkedIn et 79% des répondants déclarent utiliser régulièrement LinkedIn, à la fois pour lire, mais à la fois aussi pour être contributeur. Petite remarque, on voit aussi que le réseau social interne est aussi utilisé et voire plus utilisé pour contribuer. Vous avez un réseau social interne? Oui, Yammer, on utilise Yammer, Beekeeper, on a plusieurs... voilà. Voilà, effectivement, plus les entreprises sont grosses, plus on a cherché à éviter de s'envoyer déjà des emails aussi en interne et de créer un peu, faciliter ce travail collaboratif. Laurent, on enchaîne parce qu'on déborde. Allez. Ensuite, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi comment on a utilisé les réseaux sociaux et que tout le monde a compris que c'était un endroit où on faisait de la veille, mais c'est aussi un endroit où on peut travailler sa notoriété, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est important d'être comme ça ou du partage et ça marche bien. D'utiliser LinkedIn aussi dans ce but, de chercher à développer sa notoriété. Et puis surtout, enfin, on voit que pourquoi il faut y être, c'est que surtout les gens ont confiance. Donc c'est un média, mais c'est un média qui je l'ai lu sur LinkedIn. Une partie de confiance à 63% ont plutôt une vision très bonne ou plutôt bonne de l'information qui est diffusée sur LinkedIn. Martial, est-ce que ça se développe, les réseaux sociaux et LinkedIn en particulier? C'est quelque chose de fort, un phénomène? Oui, très important parce qu'effectivement, ce sont des rencontres entre pairs. On est sur des échanges qui ne sont pas des échanges commerciaux, sur des échanges publicitaires. On est vraiment sur des échanges qui sont vraiment du contenu profond, d'experts. Et donc, c'est un levier qui est vraiment très important. Et par exemple, on a eu un exemple chez Oboine, on l'a mis en place et aujourd'hui, LinkedIn est quelque chose de complètement utilisé par les équipes commerciales. Ce sont des ambassadeurs, plus que des vendeurs. Absolument. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le fait de monter en notoriété, d'utiliser LinkedIn par exemple pour monter en notoriété, pour se rendre plus visible, d'une part, ils devenaient des ambassadeurs et non plus effectivement des commerciaux et ça leur permettait d'atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire de contacter des personnes et au final d'augmenter leur chiffre d'affaires. Laurent, sur ce sujet-là, je crois qu'il y a pas mal de choses dans l'enquête. Oui, effectivement, parce qu'on voit aussi que LinkedIn est utilisé pour émettre ou chercher des recommandations sur des fournisseurs. Et on voit que, d'ailleurs, c'est auprès des collègues, d'abord, qu'on va chercher... Les pairs, oui, c'est ça, les pairs. Pour recevoir des recommandations. Et on voit surtout que ça a une vraie utilité et que ça a un impact, ce bouche à oreille, parce que 52% des personnes interrogées déclarent qu'ils tiennent compte des avis ou des recommandations qui leur sont faites sur les réseaux sociaux et que dans les critères qui sont importants, la réactivité du fournisseur va être mise en avant et ça tombe bien à quasiment au même niveau, l'efficacité aussi, ainsi que le degré de compréhension de mon problème particulier et on rejoint encore tout ce qu'on a dit depuis le début par rapport à la personnalisation de la relation commerciale. À noter le 46% du prix. Effectivement, en B2B, le prix est
pas un levier très fort de différenciation. Donc les 3 éléments à retenir, c'est réactivité, efficacité et personnalisation. Votre avis, professeur? On ne peut être que d'accord. Et effectivement, sur ces aspects de personnalisation. C'est de l'influence, d'influenceurs. D'influenceurs, et puis les gens en B2B, encore plus qu'en B2C, vont aller chercher la bonne info, l'expert, avant de prendre la décision. Parce qu'ils ne prennent pas la décision que pour eux, ils prennent la décision pour leur entreprise. Donc c'est important. On parle d'influence. C'est une notion que vous saisissez, que vous comprenez, que vous avancez? Oui, c'est une des parties prenantes des influenceurs, oui, bien sûr. Hein, et ils sont un peu partout. Vous appuyez sur vos cadres, sur vos commerciaux? Comment vous travaillez cette influence? Sur nos experts, sur nos dirigeants, bien sûr aussi, hein, puisque c'est quand même la voix de l'entreprise, c'est les dirigeants. Ouais. Des communautés aussi? Et des communautés, tout à fait, oui. J'ai un exemple peut-être à vous donner, c'est les artisans. On va lancer une page Facebook pour globaliser, ou en tous les cas animer les artisans autour des sujets d'automatisation des fonctions de la maison, donc la domotique en fait. Donc ça va permettre de s'engager sur un thème avec et puis d'échanger entre eux, bienveillance de l'ABB, c'est ça aussi d'échanger entre eux et de poser des questions. Et vous faites l'arbitrage pour dire, voilà, s'il y a besoin en plus d'expertise, on est là. Et c'est comme ça que ça marche, des communautés. Laurent, roulement de tambour, musique. Je vous avais promis le palmarès. On a donné un petit avant-goût tout à l'heure. Alors, exactement, on va parcourir rapidement donc, parce que les 100 premières entreprises qui ont été perçues comme les plus performantes dans leur communication. Donc, juste préciser que ces slides sont bien tous secteurs confondus, les entreprises qui ont une activité B2C. Et on n'en veut à personne, c'est des chiffres services interactifs. Apple, Air France, Accor étant les 3 du podium, mais global, qui comprennent également l'activité B2C. Donc, on voit ici les 30 premières, puis jusqu'à 90, 150. Et puis surtout, donc, on l'a dit, Salesforce, Accenture et WeWork qui sont les 3 sur le podium B2B. Nous, ce qu'on a retenu un peu en conclusion de tous ces chiffres, de cette enquête, c'est 5 éléments. C'est que premièrement, il faut donner la priorité aux personas, c'est-à-dire de se dire qu'il faut travailler le ciblage en pensant et en réfléchissant vraiment qui sont les cibles, d'activer un peu en fonction des intentions et d'essayer de comprendre à quel moment notre message sera le mieux perçu et quel contenu leur délivrer. N'ayons pas peur du contact direct, donc ça c'est la partie un peu événementielle. On a encore peur, c'est étonnant d'ailleurs, parce que normalement ça fait partie du business et du commerce. Oui, mais parfois on a tendance à le mettre en fin d'une logique marketing, alors qu'on peut aussi l'intégrer dès le début dans une démarche un peu de découvert. Les communautés, l'influence, le social, donc LinkedIn, c'est un élément fondamental et il faut y associer les commerciaux. Et puis enfin, c'est ce que montre ce palmarès où les entreprises qui ont une activité B2C sont survalorisées. Il faut travailler sa marque. C'est notre conviction autour du brand to business parce que c'est un accélérateur de business de travailler sa marque. Vous êtes en phase avec toutes ces conclusions, Eddy? La vraie mécanique, ça va être d'adapter tout ce palmarès et les bonnes pratiques à votre problématique particulière. Parce que d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, les pratiques et puis les clients en face vont avoir des attentes différentes. Donc c'est vraiment dans la personnalisation, pas seulement des outils et de la communication, mais déjà de toute la démarche marketing. C'est ça qu'il faut arriver à faire, quels que soient les outils pour y arriver. Le mix optimal, Laurent, pour conclure, c'est vraiment ça la clé du succès. C'est construire effectivement la bonne équation qui va trouver écho auprès des cibles, qui va correspondre aussi à l'activité commerciale, parce qu'on est là pour servir cette activité commerciale aussi. Laurent, Olivier, je rappelle que vous êtes le patron d'RSI, le pôle B2B de l'agence EPOCA. Elie Lieberman, vous êtes professeur au CNAM, merci beaucoup. Marcel Delpouech, vous étiez directeur marketing chez Hubone, vous étiez la part technologique du groupe ADP, on va dire comme ça. Et Marie-Pierre Picard, vous représentez ABB, vous gérez la communication. Merci beaucoup, c'était très instructif de voir qu'il y a des grandes ambitions, en tout cas chez nous en France, puisque le groupe a encore un peu de marge, et c'est très bien. Merci. Vous serez toujours les bienvenus chez nous en France. On peut le dire comme ça. En tout cas, chez EPOCA et RSI. À très vite. Merci beaucoup.